Bonjour, nous sommes ici pour le 3e Carrefour de l'air, qui est un rassemblement des associations et musées aéronautiques français, qui est une très belle organisation à l'initiative du musée de l'air, parce qu'elle permet à toutes ces associations et tous ces musées de se retrouver ensemble, et c'est donc un formidable point de contact. La mémoire, en fait, ne se reçoit pas comme ça d'emblée et définitivement. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est surtout quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'entretient. Et c'est notre rôle pédagogique de faire ce travail-là tous ensemble pour que tout le monde puisse avoir accès à son patrimoine, que nous puissions le garder, l'entretenir. Donc, il ne s'agit pas simplement de laisser des objets inertes, mais nous avons tout ce travail à faire d'entretien de la mémoire pour tous ceux qui nous suivront, pour nous-mêmes. L'année, c'est le centenaire de la traversée de la Méditerranée, qui est un événement historique, malheureusement un peu occulté, qui se trouve exactement à mi-chemin entre la traversée de la Manche par Louis Blériot, qui n'a duré après tout qu'une demi-heure, et la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, qui a duré 33 heures. Et on trouve donc pile entre les deux la traversée de la Méditerranée en 8 heures de vol. J'ai à ma gauche Jean-Pierre Lefebvre-Garros, qui est en fait le neveu de Roland Garros. Et le point important, effectivement, c'est que c'est la première fois qu'un homme se présente sur une période aussi longue sur les flots. Et en plus, il se trouve que lors de cette traversée, le moteur a eu 2 incidents mécaniques majeurs. Donc c'est vraiment un exploit tout à fait extraordinaire. Et l'avion qui a fait cette traversée, c'est donc celui qui se trouve derrière moi, le Morane Saulnier H, qui appartient à l'association Salis, qui est la grande spécialiste française du vol des avions anciens. Alors, suite à cette traversée Méditerranée dont nous fêtons le centenaire, on a décidé de créer une année mondiale Roland-Garros 2013, dont l'objectif est de faire connaître dans tous les endroits du monde où il est passé, Roland-Garros, et expliquer qu'en fait, s'il fut un sportif, certes, il n'a pas joué au tennis, et c'est en fait non seulement un aviateur, mais un aviateur qui est tellement méconnu que même les historiens ne réalisent que depuis à peu près 1 an, qu'en fait, c'est probablement l'un des plus grands aviateurs de l'histoire de l'aviation, puisqu'il a participé à la première opération aérienne militaire d'un avion, puisqu'il a battu plusieurs fois le record du monde d'altitude, puisqu'il a réalisé le premier vol intercontinental de l'histoire entre l'Afrique et l'Europe, qu'il a donc traversé la Méditerranée, mais aussi qu'il a inventé avec Raymond Saulnier l'avion de chasse, et que dans la foulée, il est devenu tout simplement le premier pilote de chasse au monde à obtenir une victoire aérienne. 3 victoires en 15 jours, ce qui est quand même remarquable, étant donné que à l'époque, on se tirait dessus d'avion à avion, parfois même avec un pistolet, ce qui était évidemment très peu efficace. Sa vitesse maximum est de Mach 2,2.
Alors l'association Ancien Aérodrome, une association qui est née il y a environ 3 années, un groupe de plusieurs personnes intéressées par l'histoire aéronautique. À ce jour, nous avons une centaine de membres. Alors nos buts, c'est la recherche historique sur les aérodromes, recherche historique pour la fréquentation de ces aérodromes, leur utilisation et également l'infrastructure. Tout ce que l'on peut retrouver sur les aérodromes, les tours de contrôle, les hangars, les pistes. Donc nous essayons avec nos membres de retrouver un maximum d'informations, de photos. Nous travaillons sur l'histoire des plateformes, de la période des pionniers jusqu'à nos jours, mais avec un accent plus présent sur les hangars, les tours de contrôle, les pistes, donc vraiment tout ce qui concerne l'infrastructure. Alors nous avons un site internet qui permet de consulter un atlas de l'ensemble des plateformes construites en France. Également une partie de notre site internet sera consacrée aux constructions, les hangars, les tours de contrôle, donc vraiment encore une fois tout ce qui concerne l'infrastructure. Nous avons également des livres qui permettent de donner des informations sur les terrains. Alors une activité très importante de l'association est le travail de recherche de documents d'archives, ensuite de recherche de terrain, c'est-à-dire que nous avons des équipes qui vont sur les terrains pour prendre des mesures, faire des photos. Et ensuite, avec l'ensemble de ces éléments, nous travaillons à faire des montages 3D à travers des numérisations. Donc là, ici, vous voyez un hangar qui se trouve à Creil. Donc montage donc numérisation, montage du hangar. Les profils des pistes, un plan d'aérodrome comme on n'en a jamais fait, des explications pour les militaires qui devaient construire des terrains d'aviation aux normes des années 50, les abacs de pression au sol, voilà, les corps de chaussée. C'était à peu près complet et c'est à partir de ce bouquin-là qu'on a fait la plupart des terrains d'Indochine et d'Algérie. Je suis Jean-Pierre Sourdet, lieutenant-colonel honoraire, et je viens de terminer un ouvrage sur un pionnier de l'aviation, Louis Godard, 1885-1913, et pionnier de l'aviation et premier pilote d'essai d'aéroplane au monde. Cet homme nous vient de Pondichéry et il a fait l'école Vialet, il a fait Port Aviation, il a encore fait beaucoup de choses, beaucoup de meetings à l'étranger, en France, et il a rapporté quand même une chose très importante. Après Wright qui avait volé, il avait fait une hauteur de moins de 100 mètres et lui a ramené ce record du monde en France en 1908. Donc il a fait le premier record du monde après Wright en France, 100 mètres. L'association qui est sur ce stand, la mémoire du bord de contrôle, cherche à valoriser l'histoire et le patrimoine de la navigation aérienne, c'est-à-dire tout ce qui a aidé les avions à pouvoir voler en toute sécurité et arriver si possible à temps. Et là, donc nous, on s'occupe. Actuellement, on fait une étude en France sur les phares aéronautiques. C'est un domaine qui n'a pas du tout été étudié jusqu'à présent. Là, on a fait une maquette de ce à quoi ressemblaient ces phares, qui dans les années 20 et 30 avaient pour objectif, comme un phare maritime, avec leur lumière, de guider les avions au début de soirée et la nuit, lorsque les avions n'étaient pas encore arrivés à destination. Donc on fait tout un travail d'enquête actuellement avec des gens un peu dans toute la France pour voir les phares qui restent.
fait d'autres travaux dans notre association. On vient de sortir un livre sur l'histoire de l'aéroport de Mérignac. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a aussi fait une histoire du contrôle aérien. Donc on travaille sur ce domaine qui est un domaine peu étudié jusqu'à présent. Bonjour, bienvenue au stand Ainsi qu'en vol, une jeune association créée il y a maintenant globalement 2 ans, qui a pour objectif de remettre en état de vol un hélicoptère de la famille Sikorsky H-34 et entre autres le numéro 55. Cet hélicoptère donc nous arrive grâce à un don de M. Joseph Michel, qui était un ancien mécanicien de l'armée de l'air, qui habite pas loin de Lisieux, à Saint-Philbert, et qu'il avait dans son jardin. Il y en a qui ont des nains de jardin, des puits en roue caoutchoutée. Lui, il avait un hélicoptère. Et sachant quand même le mauvais temps persistant sur cet hélicoptère, nous l'a offert, il nous l'a donné dans le but de le restaurer, de le remettre en état de vol. Donc nous avons ici, par exemple, le tableau de bord qui a été partiellement démonté, qui est en phase d'entretien et de restauration. Alors nous faisons tout, nous faisons appel à tous les anciens, essentiellement de l'armée de l'air et voire de la marine, qui ont été le personnel technique qui ont travaillé sur ce type d'hélicoptère. Notre objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'association, l'objectif est de le remettre en vol afin de le présenter dans les meetings. Donc il est en cours totalement de déshabillage, il est en cours de contrôle et de vérification pour faire l'inventaire de toutes les pièces qui sont récupérables ou pas. Alors un petit mot pour l'association, il faut savoir que notre Sikorsky est le numéro 3, donc construit par Sud Aviation, le numéro 1 se trouvant ici au musée du Bourget, qui porte le numéro 53. Le nôtre, c'est le 55. Donc il y a un lien évident entre les deux appareils et ça nous rapproche un petit peu avec le musée. L'Association française des femmes pilotes, nous sommes présentes dans ce hall pour une raison simple, c'est qu'on s'intéresse également à l'histoire. Donc on a fait une rétrospective par ces panneaux sur 100 ans d'aéronautique, puisque les femmes ont toujours été présentes dès 1910, les premiers brevets. Et donc l'association aujourd'hui veut promouvoir les femmes dans l'aviation en général, et en particulier les femmes pilotes. Et donc on sillonne la France avec notre exposition. Nous faisons également un rassemblement aérien une fois par an. Cette année, ce sera le 21 septembre à Dijon. Et donc l'année dernière, nous l'avions fait à Orange. On a eu à peu près une 60aine d'équipages. Donc voilà, notre but, c'est de rassembler les femmes dans l'aviation, d'autant que c'est un secteur, je dirais aujourd'hui, porteur. Vous avez deux livres que j'ai en partie écrits, celui-ci en totalité, celui-ci en groupe de 4 personnes. C'est 100 ans d'aéronautique sur la plaine de Versailles. Et donc ça reprend toute l'histoire des premiers ballons, des premières escadrilles, des premières écoles de pilotage, le début du vol à voile et puis tout ce qui est aéroclub. Donc on est remonté sur 100 ans. Et celui-ci, c'est l'histoire au vent des hélices, c'est l'histoire de ma famille. J'ai un grand-père qui a été sapeur aérostier en 1910, un père qui a été pendant 44 ans président d'aéroclub à Saint-Cyr, et moi qui ai fait 10 ans de compétition, de rallye aérien, de course de vitesse, également de voltige, puisque j'ai fait la coupe Marcel Doré en 1966, qui est donc du niveau de 2e cycle voltige. Voilà, donc c'est toute cette histoire, la vie de club, l'histoire de l'aviation et la passion de l'aviation. Je suis Christian Ravel, qui a eu la chance de faire une carrière
à la fois dans l'aviation légère par passion depuis 1960 et dans l'aviation commerciale puisque j'ai terminé commandant de bord sur Boeing 747. Plus que tout, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'amour du patrimoine aéronautique. En 1981, nous avons créé une association, le groupement Préservation Patrimoine Aéronautique, qui est devenu Musée régional de l'air en 2000. Et nous préservons en état de vol chaque fois que possible, essentiellement des avions légers. Nous avons 2 grosses machines, relativement grosses tout au moins. Un Cessna Bobcat qui est un bimoteur de 1939 qui est en cours de restauration. Et dans une dizaine d'années, nous espérons bien le voir voler. Plus proche de nous, le seul Moinet Jupiter restaurable en état de vol qui sera présenté cette année en statique au Salon du Bourget et nous l'espérons dans 2 ans en vol. Pourquoi dans 2 ans? Parce que nous serons en 2015, c'est-à-dire très exactement 50 ans après sa première présentation à ce même salon. L'association en 2 mots, très soutenue par les collectivités locales, la ville d'Angers, l'agglomération, la région, le département, 200 et quelques membres, des hangars de près de 6000 m² et 170 machines. C'est-à-dire en gros 3 siècles de travail devant nous. Et une équipe fabuleuse. Troisième édition du Carrefour de l'air. Beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en ajouter? Moi, je suis très heureuse parce que c'est vraiment l'idée que j'ai souhaitée. En arrivant ici, je pensais à ce rassemblement. À force d'avoir sillonné la France dans tous les sens, je me disais finalement, le musée de l'air est peut-être un peu isolé. Or, il est le musée national. Je crois que c'est normal que tout le monde vienne un petit peu se regrouper, se donner des idées, partager. C'est ce que je voulais. Et puis amener des avions. Je ne peux pas m'empêcher de penser non plus à amener des avions. Donc, on espère. Nous sommes obligés de le faire fin mars. Donc, c'est toujours assez sportif sur le plan météo. Mais moi, je suis heureuse de le voir se développer. Je pense que la 3e année, c'est l'année de la maturité. Ça permet à la fois une réflexion sur justement la conservation, tout ce que font les gens ensemble, la restauration, une réflexion sur le sens de l'histoire, la façon dont on veut transmettre. Le plaisir de partager, parce que le musée n'a pas d'avion qui vole, mais c'est le plaisir de partager avec les autres et de faire voler ceux qui ont les avions de collection, de montrer au public, lui faire partager notre plaisir et lui faire partager aussi la connaissance de la façon dont les gens volaient, de l'évolution de la technique. Je crois que c'est un grand moment, que les exposants se rencontrent. Pour moi, c'est très important. C'est à la fois quelque chose d'humain et aéronautique. Enfin, ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Il y a des tas de passionnés qui connaissent et qui font des choses extraordinaires, mais on ne le sait pas forcément. Donc chacun apprend des autres et ça développe ses propres idées. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour l'ensemble de la communauté qui se retrouve ici. La DGAC est présente au Carrefour de l'air, qui est une magnifique initiative du Musée de l'air et de l'espace. Ça nous permet de faire connaître toutes les actions qui sont sponsorisées par la DGAC, puisque la DGAC ne fait rien par elle-même dans le domaine du patrimoine et de la mémoire. La DGAC sponsorise des associations qui vont, à leur demande en général, entreprendre. L'association Mémoire d'Hydraviation nous a fait une exposition sur Roland-Garros. Cette exposition s'est aussi concrétisée par une conférence. La DGAC a fait un film sur Roland-Garros et vous allez retrouver toutes ces actions de patrimoine et de mémoire sur Internet. La meilleure façon de valoriser ces actions et les pérenniser, c'est effectivement de les mettre sur Internet. Dans notre cœur de métier, par exemple, vous allez retrouver l'intégralité de bulletins de la navigation aérienne de 1920 à 1939. 6000 pages de revues, disons, éditées à l'époque, qui permettent de se replonger dans l'histoire du début de l'aviation commerciale. Et l'accélération que vous ressentez maintenant est due à l'allumage des réchauds.
c'est réchauffe, il donne un supplément de poussée pour lui permettre de passer rapidement le fameux mur. Oui, bonjour, Henri Conan, président de Mémoire d'Hydraviation. C'est une association qui a 3-4 ans qui vise à retrouver des archives sur l'histoire de l'hydraviation de transport civil essentiellement et sur les hydrobases qui ont été construites jusqu'en 1930, des grandes, des petites, et il y a beaucoup de choses à faire. On a fait en 2007 une exposition sur les LTQR 631 à l'occasion du 60e anniversaire des vols entre Biscarrosse et les Antilles. Et là, il a fallu construire 2 grandes hydrobases. Et depuis, on a fait des expositions plus thématiques sur le centenaire de l'invention de l'hydravion par Henri Fabre. Et en 2012, on a fait une exposition sur François d'Anhaut, qui est bien oublié, et qui a inventé et qui a volé sur le premier hydravion à coque. Bon, quelques mots donc de notre association, intitulée donc Aérospatiale Matra, patrimoine de ADS. Donc le but de cette association, c'est un peu de sauvegarder donc notre patrimoine des 2 grandes sociétés, Aérospatiale et Matra, qui après le regroupement font partie donc de ce qu'on appelle aujourd'hui EADS. Notre activité est multiple. Premièrement, donc, nous éditons des livres qui racontent donc l'histoire des 2 grandes sociétés, d'une part Aérospatiale, d'autre part Matra. Ensuite, nous sauvegardons tout ce qui concerne les films. Nous avons un site héritage, d'ailleurs, un site internet sur lequel donc, vous trouvez donc, nos bibliothèques de photos, nos films. Nous avons aussi un simulateur de vol qui correspond donc au Blériot. Bon, nous sommes présents à toutes les grandes occasions, comme aujourd'hui le Carrefour de l'Air, la fête aérienne à La Ferté-Alais. On sera également présent au Salon aéronautique du Bourget. Alors, nous sommes l'association ERAC, ce qui veut dire Association Interactive pour la recherche et la mise en valeur des richesses aéronautiques et spatiales de la Corrèze et des environs. Cette association est née en 2007 pour la publication d'un ouvrage qui s'appelle Naissance de l'aviation en Corrèze et qui couvre donc les débuts de l'aviation en Corrèze, la période de 1911 à 1950. Cette histoire aéronautique étant tellement riche, nous avons donc voulu la faire connaître à travers cet ouvrage, et ce qui nous a valu une certaine reconnaissance, on peut dire, au niveau national dans le milieu aéronautique, on va dire aéro-historique, et c'est aujourd'hui avec beaucoup de plaisir que, à l'invitation de Madame Catherine Monoury, l'ERAC est présente au Carrefour de l'Air. Alors vous êtes ici sur le stand de l'association Aviatroglo, qui est une association qui se trouve dans la région de Cravant, dans l'Yonne, entre Auxerre et Avallon. L'association a été créée en 2005. Nous avons pris le nom Aviatroglo, qui est le diminutif aviation et troglodyte. Donc cette association a pour but de préserver la mémoire du site de Cravant-Palotte. Alors en 2013, nous avons l'intention de mettre en valeur la partie du projet de 1939-1940, donc le centre V, le centre industriel aéronautique V. Ce centre, nous en avons une petite aperçu ici avec une maquette du projet et surtout la maquette donc, de la centrale de montage qui a été réalisée spécialement dans l'esprit de participer à ce Carrefour de l'Air.
Donc j'ai réalisé la maquette de la centrale centre de montage d'assemblage du lot 45. C'était un projet de l'année 1939. Donc je me suis basé sur un plan que nous avons, un plan d'époque, une coupe transversale. Donc je dirais avec très peu d'éléments au départ. Avec un collègue, nous sommes allés aussi sur le site de Cravant où il reste encore les vestiges. En fait, il reste la plateforme sur laquelle on a pu prendre des dimensions pour le sens de la longueur. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup en CAO. J'ai fait toute la réalisation, tout le montage en fait, on va dire technique en CAO. Et ensuite la réalisation, découpage, collage, etc. Donc la maquette que vous voyez actuellement, elle n'est que partielle. Il n'y a qu'un tiers de la maquette pour le moment qui va faire 3 fois cette longueur-là en fait. En finalité, elle fera 1800 mm de longueur, donc 1,8 m. Ce qui veut dire qu'à l'échelle à 72, ça fait un bâtiment qui fait 132 mètres de long. Quoi dire encore je dirais la partie la plus difficile après, ça va être de faire la partie centrale, sachant qu'il y a des ouvertures latérales de chaque côté. Mais pour le moment, je pense que ça donne une bonne représentation de ce qu'était l'édifice à l'époque. Les Allemands vont reprendre à leur compte cette idée d'usine blindée. Ils vont conserver les carrières de Palotte et les réaménager à leur goût pour y faire de la réparation d'avions, un avion de chasse, le Focke-Wulf 190. En août 1944, fin août 1944, les Allemands évacuent le site, ils mettent le feu, mais le feu ne va pas détruire toutes les installations. Et donc, à la Libération, le nouveau ministère de l'Air va décider de relancer, à partir des carcasses restantes, de relancer la fabrication du Focke-Wulf 190, qui prendra la dénomination de NC 900. Et l'usine va fermer en février 1946, puisque malheureusement cet avion n'aura pas de suite industrielle. Alors, les carrières de Palotte, 3 galeries, et ça représente à peu près 3,5 hectares sous la colline de Palotte. Et au-dessus de cette colline, nous avons des vignes. Le vin qui est produit, c'est de l'Irancy, appellation Palotte. Alors, nous avons donc 3 carrières qui vont de gauche à droite. Elles s'appellent A, B et C. Et ce qui était prévu donc à côté de la carrière A, c'était le téléphérique, qui permet d'enjamber à la fois Lyon et le canal du Nivernais. Donc on arrive ensuite dans une gare. Le téléphérique débouche directement sur une gare. Et ensuite, les pièces qui étaient fabriquées donc, dans les carrières de Palotte sont déchargées dans la gare. Un petit train, enfin un train, va permettre de déplacer ces pièces pour les emmener. Voilà, et on repart et on va à la centrale de montage. Et ensuite, de la centrale de montage, une fois que l'avion est terminé, il va regagner la piste d'envol pour les essais en vol. Et ensuite, il va réatterrir et il va être stocké dans les hangars. Si vous voulez aller, parce que je vous conseille d'aller indépendamment d'aller. Donc le hangar des Causeville se trouve en Normandie, à très peu de distance de Sainte-Mère-Église, donc à côté des plages du débarquement. Donc ce hangar est extraordinaire parce que c'est un chef-d'œuvre de béton armé. Il a été construit en 1919, donc juste après la guerre, pour abriter des hangars de la marine qui permettaient, enfin ces dirigeables faisaient la surveillance des côtes de la Manche et de l'Atlantique. Donc il est tout en béton armé, donc la structure est en béton armé et la couverture aussi. Donc l'association des Amis du hangar à dirigeable des Causeville est chargée donc de mettre en valeur et de faire connaître ce hangar à tout le public. A décidé, avec l'aide de ces retraités, de se lancer dans la construction d'un hydravion. Donc ça a commencé donc, fin 1994
Et actuellement, donc, on n'est pas loin d'arriver au bout, à savoir qu'on a notre moteur qui tourne. Les essais ne sont pas terminés, mais j'espère que dans l'année, au moins pendant les beaux jours, on aura la joie de voir notre appareil voler. Et donc c'est un appareil en bois, complètement en bois, qui fait à peu près 650 kg, biplan. Donc au départ, il avait été conçu avec un train d'atterrissage, et comme dans la région parisienne, on a des difficultés pour le faire voler en hydro, donc on a récupéré cette possibilité de faire un train d'atterrissage à peu près comme c'était fait à l'époque, mais plus costaud. Donc il va nous permettre de le faire voler à La Ferté-Alais. Alors on a l'appui de M. Salis et dans l'association de Salis donc pour pouvoir le faire voler sur place là-bas à La Ferté-Alais. Et donc c'est un appareil qui est donc tout entoilé en bois, comme j'ai dit tout à l'heure, tout entoilé avec la particularité et le bonheur qu'on a eu, c'est d'avoir un moteur rotatif. On est content d'être là, on voit beaucoup de gens. Et on rencontre des gens sympathiques, ça forme vraiment une grande famille, c'est très sympa de voir qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, on suit les uns les autres, c'est très amusant. Notre association a le mérite ou enfin l'espoir de préserver le premier bâtiment ou en tous les cas l'un des derniers du premier aérodrome conçu et réalisé pour l'aviation. Donc c'est à Port Aviation, situé souvent à Juvisy, mais entièrement sur la commune de Viry-Châtillon. Ce bâtiment date de 1909. Louis Coué et Léon Batia, tous les deux respectivement, le premier, celui qui a créé ADP, Aéroport de Paris, et Léon Batia, qui était le pilote des vieilles tiges, ont mis une plaque en 1959 comme étant et reconnu le premier port aérien. Donc ce bâtiment mérite de rester dans la mémoire aéronautique. Si aujourd'hui nous volons sur A80, sur A380, c'est que nous avons eu des jeunes gens qui ont essayé de faire décoller l'aviation. Bonjour. Donc nous sommes sur le stand de la branche française d'Air Britain. C'est une société, une association anglaise qui s'est créée en 1946 et dont des membres français ont eu l'idée en 1968 de se regrouper en tant que filiale française, donc branche française d'Air Britain. Alors là, nous sommes sur le stand où nous exposons notre revue interne, qui n'est pas commercialisée à l'extérieur et qui, chaque 2 mois, reprend des thèmes sur l'activité ancienne ou l'activité moderne de l'aviation par des articles détaillés, constructeurs ou utilisateurs. Donc au micro, secrétaire général de la fédération RSA, fédération qui regroupe les amis et les copains qui veulent construire et restaurer des aéronefs et construire en particulier à partir de matières bois, de résine ou de tôle d'aluminium, le but étant de construire bien sûr avec des aides extérieures si on n'est pas ingénieur en aéronautique. Notre but également, c'est de faire venir notre jeunesse à l'aéronautique. La construction amateur regroupe donc 3 types principaux de construction, si on peut dire, des constructions en bois et toile, des constructions métalliques et des constructions en résine des procédés modernes, comme on voit un petit peu sur la construction de voitures actuellement. L'autre partie, l'autre volet de la fédération RSA, donc est le volet restauration,
où le but est de remettre en vol des aéronefs très anciens, qui ont un certain nombre d'années, qui rentrent dans une catégorie de CDN qu'on appelle CNR-AC, certificat de navigabilité restreint d'avions de collection. Le but étant de remettre des avions en vol, des anciens, des moins anciens et des années, disons, limite 60-70. Présentons, nous avons 1600, 1700, des fois 1800 membres adhérents tous les ans. Et puis le but étant donc de fédérer les gens qui ont la même passion de la construction et de la restauration. Nous englobons également une autre notion du patrimoine aéronautique et nous essayons donc d'avoir des relations croisées avec les musées aéronautiques, les associations, comme aujourd'hui au Carrefour de l'Air. Nous sommes à peu près une cinquantaine d'associations. C'est l'association des anciens élèves sous-officiers de Rochefort, une association qui n'est pas vieille, une association qui a 13 ans. Au départ, elle a été donc fondée sous l'appellation Association des anciens élèves mécaniciens de Rochefort, puisque la base aérienne de Soubise, à l'origine, on formait que des mécaniciens. Et depuis 2002, tous les sous-officiers qui passent de l'armée de l'air passent par l'école de Rochefort. Le but de l'association, c'est, comme le dit sa devise, c'est rassembler, perpétuer. Donc on est une association de mémoire, d'une part, et d'autre part, c'est la seule association représentant l'école de Rochefort, qui était une école quand même qui a bien évolué et qui a quand même des capacités techniques importantes. Et en ce moment, la base école de Rochefort est interarmes. Nous avons donc comme élèves des gens de l'armée de terre, la LAT, des gendarmes, puis les marins. On ne se sépare pas des marins, puisqu'ils étaient à l'origine à Soubise, et ils sont montés aussi à la base de Saint-Aignan. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc on accepte tous les anciens élèves passant par Rochefort. Notre association compte à peu près 300 adhérents. On devrait être beaucoup plus, puisque, à savoir que les recrutements dans le temps, c'était des recrutements importants. Ils passaient 1500 à 2000 élèves par an. Alors 300, c'est pas beaucoup. Hein. L'inconvénient, c'est que nous sommes une association jeune, qui commence à être connue quand même. On a quand même du monde qui vient nous voir, par la publicité. Et puis on est ici, justement, pour la première fois, de manière à nous faire connaître. Je suis moi-même donc ancien militaire, bien sûr. J'ai fait une carrière de 28 années de service, une partie de mécanicien seul et une partie de navigant. Donc j'ai eu l'occasion de transporter sur Nord 2501, Transal, notamment pas que des passagers sur deux pattes, mais effectivement transporter des quatre pattes, des éléphants, des ânes, des moutons. Voilà. Bonjour, président du Mémorial Normandie-Yémen, Jean-François Agnières. Nous sommes présents pour la troisième fois au Carrefour de l'Air et nous présentons, comment je veux dire, toute l'histoire du Normandie-Yémen depuis 1942 jusqu'à 1945. Le 28 novembre où ils sont arrivés à Bakou et le 29 à Ivanovo. Et puis le retour qui a été ici le 20 janvier 1945. Voilà, alors nous étions autrefois aux Andelys, nous avions un musée où nous présentions les collections. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, la municipalité ne nous a plus soutenus et nous avons dû partir.
Donc nous avons dû fermer le 5 octobre 2010 au Bourget, aux Andelys. Et nous avons passé une convention avec le musée de l'Air qui va nous héberger à partir de l'année 2014 dans un bâtiment qui est à l'entrée du musée de l'Air, qui sera l'espace Normandie-Niemen. C'est un bâtiment octogonal qui enserre le planétarium. Il est juste en face le restaurant L'Hélice. Et dans cet espace, il y aura les collections qui étaient aux Andelys, autour du Yak 3 qui était dans le hall de la Seconde Guerre mondiale et qui est en cours de restauration dans les ateliers du musée. Nous avons à peu près 140 membres, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle nationale. Mais enfin bon, tous les ans, il y a quelques personnes qui se laissent bercer par cette histoire qui est une histoire fabuleuse, qui est la plus grande épopée aéronautique française, de l'armée de l'air française. Bonjour, je suis le général Gérard Vitry, directeur adjoint du musée de l'Air depuis 3 mois. Et pour moi, c'est une première, ce carrefour de l'air, et je trouve que c'est extraordinaire de réunir les associations comme ça dans un contexte aéronautique. Et puis moi, je suis très heureux d'être au musée de l'air. C'est un peu une synthèse de ma carrière militaire qui s'est passée dans l'armée de l'air, dans l'infrastructure. Et ici, il y a de beaux projets d'infrastructure pour qu'on fasse un magnifique musée qui a déjà la plus belle collection du monde, mais maintenant l'écran est à faire pour que dans ce mythique aéroport du Bourget, on puisse accueillir dignement cette magnifique collection du musée de l'Air et puis aussi réaliser de magnifiques manifestations comme celle d'aujourd'hui. Et puis on est très prenant, très partie prenante aussi dans le salon international du Bourget qui va se dérouler dans quelques semaines. Voilà, donc tout ça c'est très dynamique, on est très heureux d'accueillir toutes ces associations du monde aéronautique et je crois qu'à chaque fois on recrée une magnifique ambiance d'aviateurs, voire d'infrastructeurs très liés à l'aviation. Et tout ça c'est très sympathique et ça rend ce musée particulièrement vivant. Et je crois que dans les années qui viennent, avec les investissements qui sont prévus dans ce musée, on fera le plus beau musée du monde à tout point de vue.